Nous en savons donc beaucoup plus sur la Cour nationale du droit d'asile après ce documentaire exclusif réalisé par Yael Goujon, où c'est une première, le ministère de la Justice a autorisé à filmer les audiences de la CNDA. Voilà de quoi maintenant nous interroger plus au-delà sur les conditions de l'octroi du droit d'asile dans notre pays. Et c'est ce que nous allons faire avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Didier Lesky est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Didier Lesky. Vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est l'OFII. Vous êtes par ailleurs le président de l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Et vous êtes entre autres l'auteur de ce livre, Ce grand dérangement, l'immigration en face. C'est un ouvrage disponible chez Gallimard, où il s'agit pour vous de sortir, dites-vous, de l'opposition simpliste entre une France passoire et une France forteresse. On y reviendra probablement à l'occasion de notre échange. Ayam Suro est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes philosophe et fondatrice de l'association Pierre Claver, une école gratuite entièrement financée par des entreprises privées et lieu de rencontre à destination des demandeurs d'asile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Smaïn Lacher, qui est également avec nous. Bienvenue, vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg. De 1998 à 2014, vous avez été juge, assesseur représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d'asile, justement. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre intitulé « Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile », ouvrage publié chez Gallimard. Et votre dernier ouvrage s'intitule, lui, « L'immigration à l'épreuve de la nation », paru aux éditions de l'Autre. Je vais commencer avec vous, et c'est tout à fait normal, parce que vous avez passé 15 ans en tant qu'observateur, juge, et aussi observateur sociologue dans ces fameuses cours que nous avons découverts à l'occasion de ce documentaire. Par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant, ces auditions avec, pour la première fois, des caméras qui ont été autorisées par le ministère de la Justice à filmer ces fameuses auditions et ce fonctionnement de ces cours, qu'en avez-vous gardé, vous, sur le plan humain ? Alors, l'expérience que j'ai connue avant la CNDA, il y avait la Cour, la commission des recours des réfugiés. Bon, radicalement, il n'y a pas de grande différence entre la commission et la CNDA. Mais ce que j'en ai gardé comme souvenir important, c'est qu'en fait, c'est extrêmement difficile de juger. C'est extrêmement difficile de juger quand, en fait, vous n'étiez pas présent sur les lieux et dans la situation de persécution. Pourquoi c'est aussi extrêmement difficile ? Mais parce que vous avez affaire à des récits, à des histoires, et que vous n'étiez pas sur les lieux. Et pendant longtemps, les juges ont fonctionné sans des informations précises, sans des informations précieuses. Bon, parfois, c'était quand même assez pifométrique. Bon. Et petit à petit, effectivement, la commission des recours des réfugiés, puis la Cour nationale du droit d'asile, on pensait qu'il n'était plus possible de juger à distance. Et alors, on a commencé à réfléchir à une véritable documentation, à un centre d'information au sein de la CNDA. Bref, les institutions se sont armées de documents qui précisaient exactement la situation du pays, les phénomènes de persécution dans ce pays, les trajectoires des demandeurs d'asile, des questions sur la nationalité. Et vers la moitié des années 2000, avant, l'asile était un monopole des juristes. Il n'y avait que les juristes qui avaient leur mot à dire sur la persécution et sur la protection. Et puis, je crois avoir été l'un des premiers sociologues à intégrer la commission des recours des réfugiés parce qu'on ne pouvait plus laisser ce monopole aux juristes et que les situations devenaient, en particulier après 89, devenaient extrêmement compliquées et surtout, on avait changé de population. Alors, ce documentaire visait justement à nous donner un aperçu du dessous de ces auditions et tente un tant soit peu d'humaniser un petit peu cette procédure qui est parfois
assez inhumaine hein, par certains côtés. C'est le sentiment que vous avez eu aussi en regardant ce documentaire? Je pense que le documentaire, et c'est tout à fait normal puisqu'il a été réalisé aujourd'hui, ne rend pas justice aux progrès qui ont été faits par la CNDA. C'est-à-dire? Donc moi qui travaille par exemple avec les demandeurs d'asile depuis 2008, Oui. j'ai vu évoluer la CNDA de manière remarquable. Remarquable. C'est-à-dire qu'au départ, l'OFPRA prenait, elle, des décisions qui nous semblaient beaucoup plus pifométriques, pour reprendre ce joli mot, qu'aujourd'hui, et la CNDA cassait à tour de bras. Et on ne savait pas comment, ils étaient très peu nombreux, les interprètes étaient assez peu disponibles. On voyait des Afghans qui parlent perse défendus par des gens qui ne parlaient que pachtou. C'était assez, honnêtement, c'était assez désorganisé. Et depuis plusieurs choses, c'est-à-dire, la professionnalisation de l'OFPRA, la dématérialisation des dossiers que les pauvres juges lisaient quasiment avant l'audience, et surtout le nombre. Je crois que le nombre des gens qui travaillent à la CNDA a énormément augmenté. Les délais pour ce qu'on appelle le requérant, c'est-à-dire malheureux être humain qui demande la protection de la France, était immense. On pouvait attendre 2 à 3 ans le jugement de la CNDA. 2 à 3 ans. Suspendu comme ça dans l'existence en France. Et tout cela a changé et je trouve qu'il faut le dire. C'est-à-dire que le documentaire qu'on a vu maintenant ne rend pas justice à ça, aux progrès qui ont été faits, et ce sont des progrès tout à fait remarquables. Je vais simplement me permettre de rappeler la définition du droit d'asile, tout simplement. On va le voir apparaître sur ce panneau. C'est la protection donnée à une personne exposée à un risque de persécution ou à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays et qui ne peut obtenir de protection de la part de ses autorités. Définition selon le glossaire du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et je vous propose de voir un premier extrait de ce film. C'est Christine Massé-Dejoie qui s'exprime. Elle est juge et elle était dans ce documentaire. Il faut savoir faire la part des choses sans renier et sans nier la douleur et la souffrance de la personne et de son ressenti. Mais il faut savoir aussi ne pas en tenir compte au moment de la décision, puisque au moment de la décision, ce que nous devons examiner, c'est les craintes par rapport à son pays d'origine en cas de retour et les faits qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans son pays d'origine, et non pas au niveau de son parcours d'exil, qui sont souvent de toute façon dramatiques. Alors c'est peut-être ce qui a pu frapper un certain nombre de téléspectateurs qui ont vu ce film. Il était peut-être bon de rappeler cette règle de base, et qui peut paraître d'une certaine manière assez inhumaine d'ailleurs. Il ne s'agit pas pour les juges de tenir compte de ce qu'a été le parcours de ces demandeurs d'asile. Et Dieu sait si ces parcours sont souvent périlleux, douloureux, horribles. Pour un certain nombre d'entre eux, on a vu ici des femmes nigériennes qui ont d'abord commencé par aller en Italie, qui ont dû se prostituer avant d'arriver sur notre territoire. Malgré tout, c'est la règle. Je pense que le documentaire va un peu vite parce que la première instance qui accorde massivement le droit d'asile, c'est l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. La Cour nationale du droit d'asile est un recours, alors que pour l'essentiel, les titres de protection sont d'abord des titres délivrés par un organisme indépendant avec des personnes qui sont elles-mêmes indépendantes, qui sont les agents de protection de l'OFPRA. Voilà. L'OFPRA que vous avez cité, bien entendu. L'Office qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Voilà. Et qui, elle-même, s'est beaucoup améliorée, spécialisée avec des centres de documentation et qui, historiquement, a un travail qui est très ancien, avant même, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale, en réalité, une spécialisation qui s'est faite avec des personnes qui sont particulièrement compétentes par pays et qui, donc, peuvent examiner les situations des personnes dans ce pays, puisque c'est une administration, elle ne tranche que sur dossier. Ce n'est pas une administration, c'est un organisme indépendant avec des officiers de protection. Ce n'est pas une administration, ce sont des gens qui, quand ils prennent une décision, la prennent en toute indépendance. Ce ne sont pas des fonctionnaires du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur. C'est un statut très protecteur et très particulier qui est mis en place depuis longtemps. Et donc, la Cour nationale du droit d'asile, c'est un recours. C'est même le dernier.
recours pour les requérants. Mais c'est un recours juridictionnel comme n'importe quel citoyen. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme après. Avoir un recours juridictionnel, et puis après, il peut y avoir la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a, de ce point de vue de ces recours, des situations particulières en fonction que les personnes viennent de ce qu'on appelle des pays sûrs, et des personnes qui ne viennent pas de pays sûrs, en fonction de la situation. Et la question du juge unique se pose plus pour des personnes qui viennent de pays sûrs que des personnes qui ne viennent pas de pays sûrs, avec une liste qui est élaborée en liaison avec le Conseil d'État et qui dépend aussi du conseil d'administration de l'OFPRA. C'est ça un peu la situation. Et par ailleurs, les situations complexes peuvent être analysées dans une forme de collégialité. Alors, pour ce qui est de cette non prise en compte du parcours de ces requérants... La question du parcours, pourquoi elle n'est pas prise en compte? Mais parce que c'est dès lors qu'on considère en première instance qu'il n'y avait pas de raison objective de partir, le parcours est un choix. Voilà, et il résulte d'un choix. Voilà. Vous me parlez en particulier des personnes nigérianes, et on sait qu'à partir du Nigeria, il y a de la traite des êtres humains, c'est-à-dire il y a l'organisation de départ. Et effectivement, cette organisation de départ peut être un parcours lié à la traite des êtres humains, donc un parcours en particulier pénible pour les femmes. Donc il peut être pris plus ou moins en considération, bien évidemment, sachant que par ailleurs, il y a d'autres dispositifs de protection que ceux de la protection internationale pour les personnes qui arrivent en France. Avant de vous donner la parole pour répondre à ce que vient de dire Didier Leschi, quelques chiffres sur les demandes d'asile en France. C'est en 2023, 142 500 demandes de protection internationale ont été introduites justement, première demande. À l'OFPRA, première demande, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il a été souvent question depuis le début de notre échange. 33% de ces demandes ont été accordées et la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est notre sujet du jour, a été saisie, elle, de 64 685 recours, avec 20% d'obtention au final. Vous souhaitiez répondre à ce qu'a dit oui, enfin, ou le compléter peut-être. Oui, absolument, le compléter. Depuis quelques années, le HCR s'intéresse en particulier aux persécutions liées au genre sur sur la route interdite, sur le parcours d'exil ou le parcours de fuite. Donc, je me souviens parfaitement qu'il a été pris en compte, parfois, des récits de femmes persécutées sur la route de l'exil. Persécutées, ça veut dire en réalité agressées ou violées. Et nous faisions très très attention à ce type de configuration, et nous avons pensé, et je le pense toujours, qu'il est nécessaire de leur attribuer une protection. Alors, dans l'hebdomadaire Mardian, vous dites tout simplement « Le droit d'asile est actuellement une fabrique de clandestins ». J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous considérez que... Alors, je ne suis pas du tout critique des institutions dont je répète qu'elles fonctionnent de mieux en mieux. Oui. Seulement, moi, je ne pose pas du tout la question de comment ce documentaire et la conversation que nous venons d'avoir concernent les modalités. Les modalités. D'accord. Donc, les modalités, est-ce qu'on tient compte ou pas du parcours, est-ce que l'on tient compte, etc. Différentes formes de persécution sont considérées depuis les années 90, donc depuis la chute du mur de Berlin et des dictatures d'Amérique latine, en gros. Voilà. Et des persécutions pour des raisons religieuses, pour des raisons sexuelles, etc. La question qui, moi, me tracasse, c'est pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi un tel nombre de personnes quittent leur pays en demandant l'asile, alors que l'OFPRA va n'attribuer l'asile que 33% d'entre eux ayant examiné leur récit, et que la CNDA, à son tour, va en rejeter 80%, dont, nous l'apprenons dans le documentaire, 40% sur ordonnance, c'est-à-dire sans avoir même considéré le cas qui est, comme on dit, manifestement infondé. La question, c'est celle-ci, c'est-à-dire, nous savons tous ici, c'est pas la peine de se cacher derrière notre petit doigt, que énormément de gens, dans les 2/3 de la planète, souhaitent quitter leur pays. Ce sont des pays dysfonctionnels, corrompus, violents. Ce ne sont pas des démocraties. Et je comprends très bien que beaucoup d'entre eux
sans être forcément homosexuels ou d'une minorité religieuse ou forcés à se marier ou excisés ou je ne sais quoi, souhaitent quitter leur pays pour vivre dignement dans un pays où l'on est libre, un pays juste, un pays équitable, comme les pays européens. On le comprend très bien. Ils n'ont absolument aucune manière de demander à vivre en France, par exemple, à part l'asile. Les voies d'immigration légales sont fermées. Il n'y a que l'asile. Et donc, et la Convention de Genève prévoit que si vous demandez l'asile, vous êtes exempté de visa. Chic, bravo. Je quitte mon pays, je m'embarque dans un bateau qui va faire naufrage dans 300 mètres, quitte à mourir parce que de toute façon je meurs dans mon pays, donc je prends ce risque, et j'arrive en France ou dans un autre pays européen où je demande l'asile. Ma demande est considérée par l'OFPRA, ensuite par la CNDA. Tout cela prend un temps absolument incroyable. Et ensuite, je finis, comme on dit en France, sans papier ou clandestin, ce qui n'est pas la même chose. D'accord ? C'est pour ça que je dis que c'est une fabrique de clandestins. Ce qu'il y a, c'est que, je voudrais finir. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas de politique publique d'immigration en France depuis des décennies. D'accord ? Donc en réalité, on laisse aux institutions comme l'OFPRA et la CNDA la porte d'entrée, en gros. C'est eux qui décident si oui ou non on reste en France. Et deuxièmement, deuxièmement, il n'y a pas de politique d'éloignement de ceux qu'on a rejetés. Et donc le juge de la CNDA, et vous imaginez qu'il est dans un état incroyable, il est devant un homme ou une femme malheureux à cause du parcours ou à cause du motif qui l'ont fait quitter son pays, mais en tout cas malheureux. C'est un fait, c'est un malheureux. Et il a dans l'esprit, en jugeant, qu'en le rejetant, il en fait forcément un clandestin qui restera sur le territoire national. Eh bien, ça, c'est difficile. alors, quelle est votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ? Bien évidemment, on sait bien qu'on a une forte migration, en gros du sud vers le nord, qui est liée au décalage économique, enfin aux effets de la mondialisation, l'accentuation des différences de modèles sociaux et économiques accentue les migrations, et en particulier du sud vers le nord. Il peut y avoir certaines migrations sud-sud, mais c'est ça qui est en train de se faire. Et la pression de ce point de vue-là est assez forte, et on peut effectivement la comprendre. Par exemple, actuellement, en ce qu'on appelle la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire du côté de l'Espagne, les premières nationalités qui traversent, ce sont des Marocains. On a vu là, il y a quelques jours, des milliers de Marocains essayant de passer vers l'Espagne. Après, on a les Algériens, et puis après, on a des Ivoiriens ou des Sénégalais. Bon, ces Marocains ou ces Algériens, ils fuient quoi ? Ils fuient des systèmes où les différences sociales, si ce n'est l'inégalité, est tellement inscrite dans le fonctionnement de ces sociétés qu'on veut essayer d'avoir une vie meilleure. C'est le cas, par exemple, de personnes qui peuvent être formées, des médecins, par exemple, hein, c'est le cas type. Il peut y avoir là des introductions qui se font par le travail, mais on a une jeunesse qui est désespérée. Non, mais ça, c'est une immigration par le travail. Par exemple, c'est pas tout à fait le choix de la France, qui est plutôt une terre d'asile. Non, c'est l'immigration par le travail. Par exemple, en Italie, il y a aujourd'hui des quotas qui sont mis en place pour le travail. La France était l'année dernière sur ce thème central, tout de même. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. La France était l'année dernière 54 000 introductions par le travail. Ouais. La question qui est posée pour la France, c'est qu'il y a d'abord, il faut parler toujours des immigrations au pluriel. Ouais. Hein, nos immigrations, c'est d'abord l'immigration étudiante l'année dernière, plus de 100 000 titres de séjour au titre des études. Après, c'est l'immigration familiale avec les conjoints de Français, et on a une immigration de travail, et puis on a une demande d'asile. Et dans un processus qui fait que, en Europe en particulier, mais c'est vrai aussi en Amérique du Nord, il y a de plus en plus d'immigrés en pourcentage dans la population. Hein, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Angleterre si on n'a pas en tête que 20% de ceux qui aujourd'hui vivent en Angleterre sont nés à l'étranger. C'est 12% en France, c'est 16% en Allemagne. Et tout ça crée des problèmes sociaux. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la demande d'asile, c'était 3000 personnes en 1973, au moment des dictatures d'Amérique latine. Hein. On peut penser, par exemple, puisqu'on est encore au mois de septembre, hein, l'infâme Pinochet qui a tué des milliers de militants de gauche et d'extrême gauche au moment du coup d'État au Chili en septembre 73, hein, et qui va amener au suicide malheureux de Salvador Allende, président élu démocratiquement. Hein. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez avoir
avoir dans la demande d'asile, comme le dit Ayam Suro, des personnes qui viennent de Géorgie, d'Albanie, de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas immédiatement des pays où on persécute les gens, mais ce sont des pays où les systèmes sociaux amènent à une pauvreté ou au sentiment qu'il n'y a pas d'avenir possible. Et à ce moment-là, on vient vers l'Europe. Mais nous consentons à dire qu'il n'y a pas d'avenir possible puisque nous les acceptons. Ça, c'est autre chose, Madame Suro. Mais oui, je voudrais indirectement répondre à Ayam. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez envie de le faire. Oui, oui. D'abord, je crois qu'il faut tordre le cou à un mythe, celui d'une planète qui ne cesse de se déplacer. En réalité, il y a une relative stabilité du monde, en tout cas des populations, chez elles. Alors, il y a un chiffre un peu mythique, qui est celui de 2, 3 ou 4% de la planète qui se déplace, c'est-à-dire des gens qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays. Mais sinon, la tendance lourde, très forte, c'est que les gens, en fait, restent chez eux. Hein. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis, on ne sait pas très bien combien quittent leur pays, combien se déplacent, parce que tout le monde ne compte pas de la même manière. Tous les pays n'ont pas de système statistique aussi affûté, aussi important, aussi précis que celui de la France. Je pense en particulier à l'INSEE et à l'INED. Le deuxième point, c'est qu'en fait, tout le monde ne se précipite pas à l'OFPRA et à la CNDA. Hein. Non, c'est en gros, le gros de la troupe, c'est une dizaine de pays hein, qui demandent une protection. Et il est vrai, pour en avoir fait une expérience personnelle, c'est qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas trouvé d'autres moyens d'accéder à un pays comme la France ou un pays comme l'Allemagne, mais nous sommes en France, nous parlons donc de la France, et qui tentent la porte de l'asile. Mais vous savez, à la CNDA, ça se voit relativement vite. Et la dernière chose, c'est que l'OFPRA et la CNDA sont des institutions souveraines. Bon, ce n'est pas à eux de faire la police. Hein. Non. Ils rendent des décisions. La CNDA est une juridiction administrative. Elle rend une décision. Après, ce sont d'autres instances. Après, c'est une affaire d'État. C'est justement le problème. Oui. L'immigration est une question plutôt nationale. Oui. Et là, nous parlons d'une institution qui est soumise à des normes internationales et qui n'obéit ni à directives, ni à quotas, comme on le prétend, etc., qui est totalement indépendante. Or, une politique d'immigration est forcément liée à la souveraineté d'un pays. Je voudrais simplement dire un tout petit quelque chose sur ces personnes qui ne se déplacent pas, qui ne quittent pas leur pays, etc. Je crois que lorsqu'on parle de ces questions d'immigration et la question contemporaine de cette fluidité, etc., que l'on constate, on oublie quelque chose, et qui est un sujet de sociologie, c'est que plus personne ne quitte réellement son pays, comme autrefois. Les exilés d'autrefois tournaient le dos à leur pays, n'avaient plus aucun contact avec leur famille ou leurs amis. Aujourd'hui, ils ont un téléphone portable, ils ont la famille sur Skype 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous voyez, d'une part. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'un demandeur d'asile qui a été accepté, qui devient réfugié, va avoir la nationalité française au bout de 5 ans, et retourner dans son pays pour y trouver une femme, par exemple, revenir en tant que Français, et Didier Lesky dira les conjoints des Français, qui sont en fait du regroupement familial de réfugiés. Donc, en fait, je crois qu'on ne quitte plus son pays. On n'y est plus attaché de la même manière, c'est-à-dire que la terre des ancêtres, on s'en fout un peu, on n'est pas attaché de la même manière, et l'on le quitte parce qu'on ne le quitte jamais. Dernier chiffre peut-être dans cette émission, il est toujours bon d'ouvrir les fenêtres et de regarder ce qui se passe chez nos voisins européens, c'est les demandes d'asile au sein de l'Union européenne en 2023, hein, toujours. 1 049 000 premières demandes d'asile dans l'Union européenne, dont 329 000 en Allemagne, 160 000 en Espagne, 142 500 en France, 130 500 en Italie. L'Espagne et l'Italie, évidemment, ont cette particularité géographique d'accueillir de fait, très souvent, en priorité, les demandeurs d'asile sur leur territoire. On se situe en 3e position dans l'Union européenne. Est-ce à dire que nous sommes plus laxistes
Pas du tout. Plus dur que d'autres? Pas du tout. Qu'est-ce D'abord, qu'on peut dire à ce sujet? depuis 2015... Que veulent dire ces chiffres? Depuis 2015, on a 8,5 millions, 9 millions de personnes qui sont rentrées en Europe pour demander l'asile. Le principal lieu de destination, c'est l'Allemagne. Après, si on regarde en proportion des pays, la France n'est pas le premier pays par rapport au nombre d'habitants qui reçoit les personnes. Mais surtout, il faut bien comprendre que derrière ces chiffres, il y a des nationalités qui sont très différentes. Hein, on parle de l'Espagne. Les premiers demandeurs d'asile en Espagne, ce sont les Vénézuéliens, les Colombiens. Hein, en Allemagne, ce sont des Syriens. En Italie, en réalité, on a des subsahariens, mais des Bangladais, des Égyptiens qui passent, mais des Maghrébins. Des Maghrébins. La première nationalité pendant longtemps, c'était les Tunisiens, oui. Hein, qui passaient à travers la Méditerranée. Donc, chaque pays a une immigration qui est liée à son histoire. L'histoire de ce pays par rapport à la colonisation et l'histoire de ce pays par rapport aux implantations qui sont déjà là. Et donc, chaque pays a des problèmes spécifiques en termes d'intégration. Mais la particularité de la France par rapport à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, d'abord, a eu pendant très longtemps une majorité d'immigrants qui venaient globalement de l'Europe, en particulier de l'ancienne fédération de Russie, plus les 2 millions de Turcs. Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe où l'immigration venant du continent africain est en proportion la plus importante, hein, par rapport même à un pays comme l'Angleterre. Hein. Et donc on a une situation qui est très différente par pays et cette situation elle est amplifiée par le fait que les débouchés de travail ne sont pas les mêmes. Pourquoi les gens vont en Allemagne? Parce qu'il y avait des perspectives d'emploi qui apparaissaient meilleures que celle de venir en France, surtout au moment où il y avait un écart extrêmement grand en termes de chômage et de conditions globales de l'accueil, même si aujourd'hui l'ensemble des pays d'Europe est confronté à 2 problèmes, la perte des emplois peu ou pas qualifiés et une crise du logement. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe par exemple dans les anciens Länder de l'Est si on n'a pas en tête la question de l'emploi et la question du logement qui pèsent sur la vie de tout le monde et en particulier des immigrés. Voilà. Et puis j'ai une dernière question à vous poser, et puis vous pourrez réagir après, il nous reste environ 2 minutes, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, évidemment. Si les requérants n'ont pas obtenu le droit d'asile, ils reçoivent pour la plupart d'entre eux ces fameuses obligations de quitter le territoire français. Et apparaissait ce chiffre hein, dans le documentaire, vous l'avez souligné, 7% de ces fameuses OQTF sont en réalité appliquées. Ça paraît très peu. C'est un chiffre absurde. Là, on parle de reconduite aux frontières et de reconduite dans les pays d'origine. Expliquez-nous. C'est parce que la base du calcul, c'est la base des OQTF délivrée tout de suite après un refus de titre de séjour. Mais ce n'est pas l'obligation de quitter le territoire purgée de tout recours administratif. Puisqu'après, il va y avoir l'ensemble du processus administratif. Ouais, donc, la base est fausse. Voilà. Mais en volumétrie, comme c'était indiqué, en volume, la France a cette particularité d'être un des premiers pays en termes Europe de l'Ouest, hein, de retour contraint effectué. Et par ailleurs, on est un des premiers pays dans le retour volontaire, hein, qui est un dispositif qui, par exemple, n'existe pas au Portugal, alors que c'est un lieu d'entrée, ou en Italie, parce que les structures administratives sont régionalisées. En Allemagne, c'est aussi complexe, etc. Et donc, on a des dispositifs complémentaires. Mais ce qui reste vrai, c'est ce qu'a dit Ayam Suro, c'est que l'essentiel de ceux qui sont déboutés, pour l'instant, aujourd'hui, ne repartent pas. Vous voulez, ça sera le mot de la fin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Pardon, je voulais juste dire quelque chose que j'ai appris en lisant le tract Gallimard de Didier Lesky. Oui. Et les gens ne le savent pas toujours, c'est que la France est très rarement le premier pays choisi par les demandeurs d'asile. C'est plutôt l'Allemagne, etc. Ils finissent en France après avoir été rejetés ailleurs. Et il y a une chose que dit Didier Lesky qui est très importante, c'est que c'est le caractère égalitaire en fait de la France qui attire chez nous les demandeurs d'asile en réalité les plus vulnérables et les moins concurrentiels. Les autres qui savent qu'ils peuvent se battre sur un marché du travail iront en Angleterre ou en Allemagne. Alors, Smaïl Lacher, pour le mot de la fin, alors, nous avons changé de paradigme en matière migratoire. Avant, dans les années 50, 60, 70, je pense en particulier à l'immigration maghrébine et encore plus particulièrement à l'immigration algérienne, il y avait un attachement très très fort au pays. Et tous les émigrés retournaient chez eux et il y avait même des messagers
entre le pays d'origine et le pays d'accueil qui donnait des nouvelles. Aujourd'hui, absolument, mais en particulier, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est infiniment plus erratique, voilà. plus aléatoire, et les modalités d'attachement au pays d'origine et en particulier à la famille ont beaucoup changé. C'est ça que je voulais vous dire. Enfin, le monde a changé et l'attachement à la patrie, la terre des ancêtres a changé. Et voilà. Et bien là, ce sera réellement le mot de la fin. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc pour évoquer ensemble le droit d'asile en France à la suite de ce documentaire exclusif que vous proposez débat doc aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat doc. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bédé qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Même place, même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.